matinée. Il est 9h05, merci d'être avec nous. Et ce matin, en France, un rapport parlementaire ravive la polémique sur les pesticides. Et on vous pose cette question, croyez-vous en la dangerosité du glyphosate? On en parle bien sûr avec nos invités dans un instant. En attendant, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et continuer de commenter sur les réseaux sociaux, #Sud Radio Matin. On fait un point avec vous, Véronique Jacquier. Et oui, ça vote beaucoup et ça commente beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. Croyez-vous en la dangerosité du glyphosate? C'est oui à 85%. Je vous lis les derniers commentaires en rappelant aussi qu'il y a une actualité liée à un jugement tombé hier aux États-Unis. 2 milliards de dollars pour un couple dont on a reconnu que le cancer était dû à l'utilisation de Roundup qui contient du glyphosate, et ce depuis plusieurs années. C'est la 3e fois depuis le mois de juillet dernier que le groupe Bayer-Monsanto est condamné à des amendes astronomiques aux États-Unis. Alors, parmi les commentaires, Olive nous dit dans le monde entier, le glyphosate est reconnu toxique et source de cancer. Seule la France refuse de lâcher Bayer-Monsanto car ils finissent des partis européens comme La République En Marche. Alors, je poserai la question à Célia Delavergne, qui est députée de La République En Marche de la Drôme et responsable de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, parce que cette histoire de lobbying de la part de Bayer-Monsanto, ça revient souvent. Alors, vous éclairerez les auditeurs de Sud Radio. Paul lui ajoute, en France, c'était la SNCF, les sociétés d'autoroutes, les collectivités et les particuliers qui ont employé le glyphosate à contre-emploi en traitant notamment les fossés, évidemment pour enlever toute l'herbe. Donc c'est pas très intelligent d'agir comme ça. Il a raison. Et puis Villeneuve lui ajoute, la question n'est pas tant de savoir s'il est dangereux, le glyphosate, mais s'il est utile. Comme toujours, c'est l'abus qui fait le poison. Désherber systématiquement des champs entiers uniquement pour faciliter le travail des moissonneuses, est-ce bien raisonnable? C'est vrai que Villeneuve pose bien le problème. Alors avec nous, Célia Delavergne, donc députée de La République En Marche de la Drôme, mais aussi Nadine Lauvergeat, qui est coordinatrice de l'association Génération Future, en charge de la campagne Victimes des pesticides. Et puis dans un tout petit instant, va nous rejoindre Nicolas Jacquet, agriculteur dans les Landes, président de la section France Grande Culture à la coordination rurale. Il nous dira si on peut sortir du glyphosate, parce que c'est aussi la question. Et lui, il s'est mis au bio. Oui, Célia Delavergne, qu'est-ce que vous répondez alors à la question d'un auditeur tout à l'heure sur oui, on ne veut pas évidemment contraindre grosso modo Monsanto, Bayer, etc. Et qui aurait une opération lobbying vis-à-vis même de partis politiques. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on doit absolument sortir du glyphosate. Que les choses soient claires, on a souvent été attaqué sur le fait de est-ce qu'on veut en sortir ou pas. On veut en sortir au plus vite et au mieux, avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises, que parfois on a mal été compris. Mais aujourd'hui, il y a des actions qui ont été prises aussi bien en termes financiers qu'en termes d'accompagnement pour sortir du glyphosate et plus largement de l'ensemble des pesticides. Donc, travailler avec Monsanto aujourd'hui, c'est peut-être une rumeur ou quelque chose qui sort. Nous, on est vraiment orientés dans l'accompagnement des agriculteurs pour sortir du glyphosate. Oui, absolument. Alors Nicolas Jacquet, justement agriculteur dans les Landes, bonjour, vient de nous rejoindre. Bonjour. Vous allez répondre effectivement à ça, mais Nadine Lauvergeat, vous êtes beaucoup plus radical, c'est-à-dire qu'il faut sortir beaucoup plus vite que ce qui est annoncé, les 5 ans, la transition dans les années qui viennent pour sortir, en tout cas des pesticides et du glyphosate en particulier. Alors, disons que notre association travaille depuis des années en fait sur cette question des pesticides. Ça fait 20 ans qu'on dénonce les impacts environnementaux et sanitaires des pesticides en général. Alors c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le glyphosate à juste titre parce que ça fait partie de ces molécules qui sont très utilisées dans le monde agricole depuis de nombreuses années, dont on connaît maintenant aujourd'hui les impacts et les conséquences pour les agriculteurs et les utilisateurs eux-mêmes. C'est vrai qu'on aimerait que les choses aillent un peu plus rapidement parce que vous savez, il y a un plan en France qui s'appelle le plan Éco-Phyto qui vise à réduire de 50% l'utilisation des pesticides en 10 ans. Ce plan avait été adopté sous Nicolas Sarkozy, puis il a été repoussé et chaque année on repousse en fait cet objectif de réduction. Donc, pourtant les données scientifiques des impacts sont là depuis des années. Vous l'évoquiez, je suis responsable de la campagne des victimes des pesticides. Donc nous, la question de l'impact sanitaire sur les agriculteurs de ces produits-là, elle nous intéresse depuis très longtemps, elle nous inquiète depuis très longtemps. Et comme l'a dit Madame Lavergne, on n'est pas contre les agriculteurs, on veut travailler avec eux pour les aider à faire évoluer ce système. Mais le plus rapidement possible, parce qu'aujourd'hui, il est temps, enfin on le sait, les études le montrent, les impacts sur la biodiversité sont colossales. On a encore eu des études qui sont sorties récemment par l'IPBES qui montrent un effondrement de certaines populations d'oiseaux, d'insectes, à cause notamment des pratiques agricoles intensives. Donc
Il est plus temps de repousser trop longtemps, en fait, cette interdiction. Oui, mais l'une des questions, hein, Nicolas Jacquet, c'est après, comment fait-on pour remplacer le glyphosate, même si on sait qu'il peut y avoir de l'agriculture raisonnée, mais globalement, c'est quand même c'est complexe encore, ça, non? Oui, alors surtout qu'on est dans un monde ouvert avec des importations. Et puis, bon, je dirais, aujourd'hui, vous avez 300 molécules de produits phytopharmaceutiques qui sont homologuées, dont pratiquement 100 herbicides. Le commun des mortels ne connaît qu'un nom, c'est le glyphosate. Or, pour nous, agriculteurs, le glyphosate n'est pas la molécule la plus dangereuse. On attaque le glyphosate parce que, au départ, c'était Monsanto. Monsanto égale OGM. Et puis, le glyphosate a été vendu en grande distribution. C'est pour ça qu'on focalise sur le glyphosate. C'est un petit peu un cliché. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, je veux dire, en tant qu'agriculteur européen, du glyphosate dans les produits agricoles européens, il n'y en a pas. Quand des gens retrouvent du glyphosate dans les urines, il faut s'intéresser un petit peu à leur modèle de consommation. Qu'est-ce qu'ils mangent le matin? Le matin, ils vont manger des céréales pour petit déjeuner avec des flocons d'avoine qui viennent du Canada. Le midi, ils vont pas trop manger de viande, mais ils vont manger des lentilles qui peuvent venir des États-Unis ou des haricots qui vont venir du Brésil. Or, il faut savoir que ces pays-là ne travaillent absolument pas comme les pays européens. Ils vont faire ce qu'on appelle une dessiccation, c'est-à-dire qu'ils vont traiter avec du glyphosate 15 jours avant la récolte. Là, c'est sûr que les récoltes vont en contenir. Ces pratiques ne sont pas faites dans l'Union européenne. Vous avez aussi beaucoup de glyphosate dans les tourteaux de soja. Le soja est ce qu'on appelle Roundup Ready, c'est-à-dire qu'il est traité avec du glyphosate en végétation. Le glyphosate ne lui fait rien, va tuer l'herbe dans le champ, mais ne va pas tuer le soja. Donc ce tourteau de soja contient du glyphosate. Si ce tourteau de soja était un légume, il ne serait pas consommable parce que sur les importations d'aliments du bétail, il n'y a aucun contrôle de limite maximum de résidus. Ouais. Donc c'est complètement fou. Nous, on nous demande de nous interdire le glyphosate en Europe. Si on le fait, dans quelques années, on retrouvera autant de glyphosate dans les aliments et dans les urines parce que le glyphosate consommé ne provient pas de l'agriculture française ou européenne, mais provient du continent américain. C'est marrant parce que c'est toujours la façon de se défendre des agriculteurs, c'est-à-dire, c'est comme avec un enfant quand il fait une bêtise, il dit oui mais mon collègue il a fait pire que moi. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas bien en effet que les Américains du Sud utilisent de manière importante le glyphosate que nous on doit continuer à le faire en France. Il faut aussi être clair là-dessus. En Asie également on le fait, bien sûr. Et alors la question qui se pose, c'est que vous dites, en effet, c'est des produits d'importation, mais pas que. Nous, on a fait des analyses de glyphosate dans des aliments secs, des céréales, et dans certains des produits qu'on a analysés, il y avait des aliments produits en France, notamment des lentilles, dans lesquels on a retrouvé du glyphosate. En tant que président de France Grande Culture, on a fait 19 analyses. Du grain qui venait de chez nos adhérents, il y avait des céréales, des zooprotéagineux, des légumes secs et même du quinoa. On a trouvé zéro trace. Et ce sont tous des agriculteurs qui utilisent du glyphosate. Je vais rebondir aussi là-dessus. Le glyphosate, on le retrouve aussi dans les eaux, dans l'eau de boisson. Et donc, l'eau de boisson que boit le Français en France, c'est bien suite à ce qui a été épandu sur les champs français. Donc, il peut y avoir en effet des substances qui viennent de l'étranger quand ils consomment des produits alimentaires étrangers. Mais quand ils consomment l'eau de boisson, c'est bien l'eau qui est prélevée en France, pas ailleurs. Effectivement pour l'environnement, mais je pense que la majorité du glyphosate qui est consommé vient d'aliments et vient donc d'importation. Moi, je suis agriculteur, je fais des analyses d'eau sous ma ferme, j'utilise du glyphosate, que ce soit dans l'eau des fossés ou dans l'eau des forages, j'ai zéro trace de glyphosate. Donc ça veut dire que si c'est bien, j'ai la moitié de la ferme en bio, la moitié en conventionnel. Ces analyses, je les fais sous la partie conventionnelle. Zéro trace de glyphosate dans les aliments et dans l'eau. Je pense qu'on peut très bien travailler. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a des agriculteurs sur le continent américain principalement qui travaillent mal. Chez nous, le glyphosate, c'est 2 à 4 litres hectare. Au Brésil et aux États-Unis, en Argentine, ils sont entre 10 et 15 litres par hectare. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait. Bon, alors on va voir ça dans un instant. C'est peut-être une question en fait aussi de dosage, quoi, non? Alors justement, pas que. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la toxicologie moderne, contrairement à la toxicologie archaïque, j'ai envie de dire, nous dit que ce n'est plus la dose qui fait le poison. Vous avez même des effets
plus important sur des doses faibles pour certains types de molécules, notamment les fameux perturbateurs endocriniens. Et dans les pesticides, il y a un certain nombre de molécules qui sont des perturbateurs endocriniens. Et certaines recherches scientifiques supputent que le glyphosate pourrait être un perturbateur endocrinien. Donc on sait qu'à très faible dose, ça peut avoir des conséquences. Il y a même des études qui sont faites en France. Alors sur un autre herbicide très connu qui est l'atrazine, qui est aujourd'hui interdit, mais qu'on retrouve encore dans l'eau de boisson. Et on sait qu'avec les doses environnementales d'exposition, notamment sur les femmes enceintes, elles peuvent avoir des enfants qui ont des plus petits périmètres crâniens ou des plus petits poils à naissance, ce qui peut induire des conséquences à terme. L'atrazine est interdite depuis plus de 20 ans en France. Oui, aux États-Unis, c'est encore autorisé. Mais ça pose problème. Faites des actions contre les Américains, contre les produits d'importation. Arrêtez, j'irai de nous embêter, de focaliser sur les agriculteurs européens. L'atrazine, c'est un produit donc, qui est consommé aux États-unis. Je tiens à dire qu'on ne tape jamais sur les agriculteurs. C'est sur le système tel qu'il est imposé aujourd'hui au niveau européen. Non, mais ce qui me semble intéressant dans le débat qu'on a, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de débattre de savoir si on veut sortir ou pas du glyphosate, on est même en train de débattre de savoir si on veut sortir des pesticides. Et notamment, on entend bien qu'il y a d'abord pas qu'une molécule, le glyphosate, que c'est un ensemble de molécules avec un risque d'effet cocktail, parfois, quelquefois entre elles. Moi, je voudrais d'abord en profiter parce que vous avez dit, monsieur, la force qu'on a aussi en France sur notre politique de l'eau. On a énormément de mesures aujourd'hui pour préserver la ressource, d'ailleurs qu'on soit en bio ou en conventionnel, et il y a des choses qui sont faites là-dessus, et ça me semble très important. Quelque chose d'essentiel, parce qu'on nous dit souvent qu'il faut aller plus vite sur le glyphosate, pourquoi vous l'arrêtez pas du jour au lendemain? On a parlé de l'atrazine. Quand on a arrêté l'atrazine du jour au lendemain, c'est comme ça que le glyphosate est arrivé. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas interdire du jour au lendemain, c'est faire avec. Et moi, j'entends une majorité d'agriculteurs très inquiets, et on l'a vu aujourd'hui, de savoir d'où vient finalement ce glyphosate qu'on retrouve dans toutes les analyses qu'on fait aujourd'hui, mais qui ont eux-mêmes la conception, et vous êtes à moitié en bio, qu'il faut en sortir et qu'il faut aujourd'hui répondre à l'attente sociétale des Français qui est moins de pesticides et notamment objectif moins 50%. Allez, on va poursuivre ce débat dans un instant. Vous aurez l'occasion de répondre dans un instant. Aussi des auditeurs qui nous appellent. Avec Guy qui est en ligne avec nous, mais on le prend dans un instant. Restez avec nous. 9h17, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Jacques Attali. Le recevoir au micro de Sud Radio n'a pas été simple. Il est sans doute l'un des hommes les plus occupés de France. Il est partout à la fois, dans les coulisses du monde politique comme dans celles du monde du cinéma. Et en plus, en ce moment, il a 4 livres en chantier. Jacques Attali est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Vous connaissez le dicton « En mai, faites ce qu'il vous plaît ». Face à la plus grande baie de la côte basque, la Thalasso Serge Blanco à Hendaye vous offre une immersion totale dans le bien-être. Profitez d'une escapade marine, une cure spécifique ou encore un séjour fête des mers. Thalasso Serge Blanco, une vraie promesse de bonheur. Infos et réservations sur thalassoblanco.com. Sud Radio. Dans l'Hérault, au Cap d'Agde. Sur 104.7. Le Pic d'Or, le tremplin des talents de demain avec Sud Radio. Chansons, rap, pop, électro, tous les styles et tous les talents sont permis. Après Radio Elvis, et si vous étiez les prochains? Inscriptions et infos, picdor.fr. Le Pic d'Or, les 24 et 25 mai, à Tarbes, avec Sud Radio. La ville de Parentis-en-Born vous invite à la 16e édition du Salon du Livre et des Gourmets. Plus de 60 auteurs, illustrateurs et éditeurs seront présents pour vous faire découvrir leurs nouveautés et les dédicacer. Rencontrez Noémie Ogna de Top Chef saison 3 et 5 et participez en sa compagnie à des ateliers de pâtisserie. Ne manquez pas ce week-end littéraire et culinaire les samedis 18 et dimanche 19 mai. Ouvert de 10h à 18h30 sans interruption à la salle des fêtes de Parentis-en-Born. Programme complet sur www.parentis.com. Ne bougez pas, le Grand Matin Sud Radio revient dans un instant. Sud Radio, parlons vrai. À tout instant, réagissez, prenez la parole. Entrez dans le débat sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Ford. Allez, pendant les Ford Days, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur plus de 3000 SUV Ford EcoSport prêts à partir et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000 €. C'était bien là, Teddy? T'as l'air sceptique. Je suis sûr que tu peux faire encore mieux. Ok. Pendant les Ford Days, profitez de l'offre Ford reprise plus 5000 € sur 3000 SUV Ford EcoSport tout équipés, prêts à partir dans le réseau Ford. Excellent. C'est Teddy qui l'a dit. Ford. Offre de reprise aux particuliers non cumulable pour commande jusqu'au 31 mai d'un Ford EcoSport 9 hors trend en stock dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr. Le Grand Matin Sud Radio.
L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous. Il est 9h20, c'est le Grand Matin Sud Radio. On parle du pesticide, l'un des herbicides les plus vendus dans le monde et le plus controversé aussi avec cette question ce matin. Est-ce qu'il est, selon vous, est-ce que le glyphosate est dangereux selon vous, Véronique Jacquier? Oui, croyez-vous à la dangerosité du glyphosate? Eh bien, c'est toujours oui à 85% avec beaucoup de votes et beaucoup de commentaires. Un auditeur nous envoie la photo de Jacques Leverger, un agriculteur de l'Oudéac qui a inventé un désherbant naturel qui est jugé sans risque. Et en plein débat sur le glyphosate, il compte déposer un brevet pour ce désherbant naturel. Donc on parlera au cours de ce débat évidemment des alternatives. Est-ce que c'est fondé ou pas, ces désherbants naturels? Et puis parmi les commentaires, on a Machotte qui nous dit il est temps de trouver une autre façon de traiter les cultures. Les chercheurs doivent trouver des produits plus naturels, moins dangereux. C'est quand même affolant de voir des agriculteurs obligés d'enfiler une combinaison de sécurité pour éviter tout contact lorsqu'ils traitent leurs champs. Oui, voilà. C'est vrai, c'est pas faux. On va continuer avec nos invités. Célia Delaverne, députée de La République En Marche, responsable de la Commission des Affaires économiques à l'Assemblée, Nicolas Jacquet, agriculteur qui s'occupe à la coordination rurale de la France Grande Culture, et Nadine Lauvergeat, coordinatrice de l'association Génération Future. Et on part dans le Gers. Oui, on a des auditeurs en ligne. Avec bonjour Guy. Oui, bonjour. Bonjour Guy. Oui. Alors d'abord, c'est pour rectifier quelque chose, parce que quand on entend parler de glyphosate, du Roundup, alors de suite pesticide. Non, il faut que ce soit clair, c'est pas un pesticide, c'est un désherbant. C'est vrai. D'accord. Alors il faut arrêter. Après, oui, bien sûr. Voilà. Deuxièmement, il est peut-être normal que des gens annoncent que c'est très mauvais pour la santé. Pourquoi pas? Tout produit qu'on met dans la nature peut être nocif. Mais puisqu'on a l'exemple des Américains, du couple qui a condamné Monsanto à 2 milliards, je crois, ou 2 millions de dollars, eh bien que toutes les personnes en face qui sont contre les glyphosates pèsent sur les accords transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis pour dire aux États-Unis, si on trouve du glyphosate, du Roundup dans ce que vous nous amenez, eh bien on condamne le gouvernement américain à nous payer des dédommagements, puisque le gouvernement américain autorisera de mettre des glyphosates dans la nature. Voilà ce qu'il faut faire. Et puis il faut se méfier de tous ces gens qui sont contre tout, sans rien. Vous avez un premier exemple qui est frappant, les gens qui sont contre les éoliennes en mer. Comme si les éoliennes en mer nous sont nocives, même visuellement. À la distance où les mètres des côtes, on ne les voit même pas. Alors il faut faire très attention avec les gens qui sont contre tout, et que c'est des lobbies du contre tout, et on fait parler de soi. Ouais, bah alors, restez en ligne avec nous, Guy. Nadine Lauvergeat, alors, parce que vous êtes un peu contre, en tout cas, là, dans ce cas de figure, contre en fait l'ensemble de l'utilisation des pesticides. Donc, alors, on est plus subtil que ça, mais juste pour revenir sur la terminologie, dans le cadre réglementaire, pesticides, ça englobe herbicides, insecticides, fongicides. Donc c'est en fait le terme générique qu'on emploie pour dénommer ces produits-là. Il y a des distinctions à faire. Oui, après on les catalogue en fonction de leur action, mais voilà. Et sur les traités transatlantiques, nous évidemment, en tant qu'association, on s'est opposé à un certain nombre de ces traités, notamment parce qu'ils auraient tendance à justement tirer vers le bas la réglementation européenne, qui est plutôt intéressante sur ces sujets-là, principe de précaution, critères d'exclusion d'un certain nombre de substances parce qu'elles sont cancérigènes, mutagènes, perturbatrices du système endocrinien, etc. Donc on s'est bien sûr battu pour que on maintienne en fait un haut niveau de réglementation et de protection vis-à-vis de ces réglementations. Et donc quand on agit à ce niveau-là, nous c'est évidemment dans l'idée que l'Union européenne, en étant exemplaire, elle va tirer vers le haut les autres réglementations. Et c'est ce qui se passe parfois. On le voit d'ailleurs avec des produits importés en Afrique. Quand l'Union européenne impose des normes, des limites maximales en résidus, ça oblige les agriculteurs dans ces pays-là à respecter un certain nombre de normes, exclure un certain nombre de molécules qui sont dangereuses. Donc c'est vertueux en fait à la fois pour l'Europe mais pour le reste du monde. Oui. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Nicolas Jacquet? L'Union européenne n'est pas exemplaire sur les pesticides, particulièrement sur les importations d'aliments pour animaux, où là, la directive, ça doit être la 395/2005, je crois, si je me trompe pas, la directive européenne, vous avez tout à fait en bas dans l'annexe 1,
la case aliments du bétail est vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exigence sur les aliments du bétail. Les aliments du bétail, c'est quoi? Principalement, ce sont les tourteaux. Vous avez du tourteau de tournesol qui vient d'Ukraine. Oui. En Ukraine, on sait très bien, c'est l'ONU qui l'a dit, un quart des pesticides sont illégaux. Et puis, il y a les tourteaux de soja qui viennent du continent américain, Argentine, Brésil et États-Unis, qui contiennent aussi beaucoup de choses. Et là, je dirais, le libre-échange passe malheureusement avant la santé publique dans ce cas-là. Et nous, ce qu'on demande, parce que là, il y a les élections européennes la semaine prochaine, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des limites maximum de résidus qui soient mises sur les aliments du bétail pour freiner tous ces produits que les géants du grain comme Cargill, Dreyfus font pénétrer dans l'Union européenne et qui nourrissent nos animaux. C'est quelque chose de très important. Mais on va se retrouver tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Ça, c'est toute la complexité, Célia Delaverne, vous qui êtes députée. Écoutez, moi, quand j'entends Guy parler, on voit bien, c'est le bon sens qui parle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, avec la demande qu'on a d'aller aussi loin en France sur se séparer des pesticides, pourquoi on importe aujourd'hui, ou on se laisse importer des produits qui pourraient mettre en danger notre santé? Alors, très honnêtement, d'abord, il faut rassurer vos auditeurs. Il y a des normes européennes et françaises exigeantes. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui qu'on veut, pour notre alimentation, de plus en plus développer les circuits courts pour que les Français consomment des aliments et des produits français dont on sait que les normes sont les plus exigeantes au monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est aussi pour ça qu'on est exigeant, nous, en France, vis-à-vis de l'Europe. On dit souvent qu'on va pas assez vite sur le glyphosate. Mais je rappelle que l'autorisation d'utilisation du glyphosate devait être renouvelée pour 10 ans. Quand la France s'est prononcée au travers du gouvernement français pour 5 ans, enfin pour 3 ans, mais a obtenu 5 ans au niveau européen, et enfin s'est imposée à elle-même 3 ans pour la majorité des usages. Oui, oui, Véronique. Nicolas Jacquet, vous qui êtes agriculteur dans les Landes, quelle est quand même l'alternative au glyphosate ou aux pesticides? Parce que tout le monde se pose la question. Pesticides rime avec agriculture intensive, donc est-ce que les agriculteurs sont prêts à moins produire, à avoir un coût du travail plus élevé, puisqu'il va falloir plus embaucher? Est-ce qu'on est prêt à changer de modèle? Alors il y a énormément de choses dans votre question. Il y a 100 ans, un Français sur 2 est agriculteur. Aujourd'hui, c'est 2% des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on doit travailler 25 fois plus. Donc je parlais tout à l'heure pendant la pause pub de venir cet été avec une binette sur ma ferme. Donc ça veut dire qu'il y a un siècle, il y avait 25 personnes de plus. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'on se sent bien seul sur nos grandes exploitations à travailler. Donc on n'a pas tellement d'autres solutions. Et les pays avec lesquels on est en concurrence ont des structures encore beaucoup plus grandes que chez nous. Après, l'alternative au glyphosate, bon, il faut savoir que le glyphosate, c'est un herbicide total, qui laisse peu de résidus par rapport à d'autres. Si on veut remplacer le glyphosate, il faut 2 molécules. Parce que dans la classification des végétaux, vous avez d'un côté ce qu'on appelle les monocotylédones, les graminées, et de l'autre côté les dicotylédones. Moi, je suis producteur de plantes médicinales, culture orpheline, on utilise le glyphosate en période de repos végétatif. Si on me le supprime, je vais devoir utiliser 2 molécules et qui vont laisser plus de résidus que le glyphosate. Donc c'est pour ça. Mais quelles sont ces 2 molécules? C'est quoi? C'est des nouveaux pesticides? Non, c'est des molécules qui existent depuis très longtemps. Je vais prendre ce qu'on appelle un antigraminé et un antidicotylédone. Ce sont des antigerminatifs que je vais devoir utiliser ou des produits de contact pour remplacer ce que faisait le glyphosate. Bon, on voit qu'on pratique déjà les binages. Oui, on voit donc c'est très technique, mais ça correspond effectivement à votre réalité. On va y revenir dans un instant. Je crois que Nadine Lauvergeat n'est pas vraiment tout à fait d'accord. On vous donnera la parole dans un instant. Et vous, vous pouvez réagir si vous le voulez également. 0826 300 300. Faites comme Guy, vous pouvez nous appeler. Il y a Richard qui est en ligne. On va le prendre dans un instant. Merci d'être avec nous. 9h28, à tout de suite. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Mesdames, vous êtes étudiantes, porteuses de projets ou jeunes entrepreneurs. Ne ratez pas la seconde édition de BioBoss Toulouse dans les locaux de la Toulouse Business School le 21 mai. Une occasion unique de développer votre réseau, rencontrer et échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de participer aux BioBoss Awards. Elles ont osé, pourquoi pas vous? BioBoss le 21 mai de 9h30 à 16h à la Toulouse Business School. Programme complet et inscription gratuite sur be-a-boss.com. Avec Sud Radio, parlons vrai. Les autres ne s'offrent pas assez de pauses. Mais vous n'êtes pas les autres. Et Cuisine Plus non plus. Du 2 au 31 mai, Cuisine Plus vous offre la pause de votre cuisine. Cuisine Plus, sortez les standards.
partir de 4 000 € d'achat de meubles sur modèle signalé. Voir conditions en magasin et sur cuisineplus.fr. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques. À Pau, sur 102 FM. Auchan, et la vie change. Et pendant l'anniversaire méga généreux d'Auchan, c'est la vie de Sandra qui change. Avec la valeur du catalogue à gagner en jouant avec sa carte de fidélité. La valeur du catalogue, Sandra. Avec ta carte Waouh, t'as une chance de gagner par jour. Tu vois que c'est cool les jeux de cartes. Jusqu'au 28 mai, vos magasins Auchan et Auchan Drive vous font gagner la valeur de leur catalogue. Et votre vie change. Auchan. Jeu gratuit sans obligation d'achat. La valeur du tract dépend de la date et du magasin enregistrant la participation. Magasin participant et règlement complet sur Auchan.fr. Cosmiti, c'est autant de choix que de façons de l'apprécier. Be Cool, Detox, Aquarosa ou Earl Grey Anastasia, il y a un thé pour chaque moment de votre journée. Et maintenant, toutes vos boîtes de 20 sachets Cosmiti sont faites en France. Et surtout, elles coûtent 15% moins cher. C'est toujours la bonne heure pour un thé Cosmi. Et pour la fête des mères, des idées cadeaux à tous les prix dans toutes les boutiques Cosmiti. Dès votre réveil, en voiture, au travail, le Grand Matin Sud Radio. Cécile de Minibus et Patrick Roger pour vous dans quelques instants sur Sud Radio. Véhicule neuf, véhicule d'occasion, offre très performante. Bienvenue chez Debar Automobile. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 20 ans. Rachat de véhicules cash, reprise, financement. On ne va pas chez Debar par hasard. Debar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Comment ça, vous viendrez pas tout seul? Non maman, cet été on viendra avec une bonne nouvelle. Un bébé? J'espère que vous reviendrez aussi cet hiver. Évidemment, et si tu ne peux pas attendre, on peut même arriver ce soir. Vous aussi sautez sur l'occasion pour vivre de bons moments en famille. Jusqu'au 2 juin 2019, Aigle Azur casse les prix vers l'Algérie avec des vols au départ de Toulouse à partir de 158 € TTC. Réservez vite sur aigleazur.com ou en agence de voyage. Offre soumise à conditions et disponibilité pour des vols aller-retour jusqu'au 5 juin 2019. Et parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, réservez aussi vos vols pour cet été et cet hiver. Aigle Azur, la vie en bleu. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la troisième partie de notre enquête ce matin. Il est 9h31. Merci d'être avec nous avec cette question. Croyez-vous en la dangerosité du glyphosate, Véronique Jacquier? Eh bien, du côté des auditeurs de Sud Radio, sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours oui à 85%. Valverde, lui, est pourtant du côté du non parce qu'il nous dit c'est pas une question de croire ou pas en la dangerosité du glyphosate. Aucune étude scientifique ne prouve que le glyphosate est cancérogène. Et puis un autre auditeur nous signale que 4 pays ont interdit le glyphosate. Le Vietnam, en raison de sa toxicité, Malte, le Sri Lanka, même s'il est revenu sur l'interdiction pour les plantations d'EVA et de thé, et le Salvador. Voilà, il se demande pourquoi la France ne suit pas, bien sûr. Oui, pas suffisamment vite. On part au standard. On va directement, Richard, ouais. Dans le Morbihan. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Ah bonjour. Je pense que oui, justement, vous venez de soulever le point délicat. Il y a une très grosse ambiguïté sur la nature du glyphosate. Au départ, vous savez que c'est un chélateur, c'est-à-dire qu'il était utilisé pour nettoyer les chaudières. L'idée de l'utiliser comme pesticide a été plus tardive. Ouais. Et en fait, le produit est assez huileux et pas assimilé par les plantes. Donc, si vous prenez le glyphosate à titre complètement molécule indépendante, il est probable qu'on puisse considérer qu'il n'est pas toxique, puisqu'il n'est pas assimilé. Par contre, il est incorporé dans des cocktails avec un nombre important d'adjuvants qui vont le rendre assimilable. Et alors là, évidemment, le produit final est tout à fait différent de la molécule isolée. Oui. Donc on peut débattre sur le glyphosate toxique au regard de le glyphosate tout seul, ou alors le glyphosate, le glyphosate anodin tout seul, et le glyphosate toxique, je schématise, lorsqu'il est en cocktail. Oui, associé, oui, c'est ça, oui. Associé. Donc en fait, voilà pourquoi on peut dire, les uns et les autres peuvent dire dangereux, pas dangereux. Dangereux, pas dangereux. Non mais vous avez raison, c'est tout le débat, hein. Ça c'est vrai, Richard. Voilà, en fonction de ce qu'on considère comme produit, si c'est le produit final ou le produit, le produit actif. Oui. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, effectivement, les agriculteurs utilisent des doses de glyphosate tout à fait acceptables, parce que bon, c'est jamais ils captent le magnésium et les métaux dans le sol. Mais par contre, ce qu'ingèrent nos animaux au travers des produits importés est beaucoup plus énorme. C'est énorme parce que comme OGM. Oui, ça c'est vrai, comme on le disait, notamment. Ah oui, bien sûr, comme les fameux tourteaux du soja on a gavé nos animaux dans les années 70-80 et encore récemment. Nadine Lauvergeat.
La remarque est très juste sur cette question des adjuvants, en fait. C'est vrai que dans la remise en cause des pesticides en général, nous, on pointe depuis très longtemps la faiblesse des évaluations du produit formulé, c'est-à-dire du glyphosate plus ses adjuvants, et des adjuvants en tant que tels. Et ça pose vraiment problème, parce qu'il y a des études, en effet, qui montrent que, en fait, les adjuvants amplifient l'effet herbicide, et donc a des conséquences réelles sur l'effet cancérogène du Roundup et donc du glyphosate. Il faut aussi avoir en tête que il y a quand même sur cette question de cette croyance, en fait, c'est pas une croyance, c'est la science quand même montre des choses. Et il y a une méta-analyse qui a été faite en début d'année là, qui montre que justement l'utilisation du Roundup, donc en effet ce produit formulé, amplifie et accroît le risque pour les utilisateurs les plus exposés, un risque pour 41% en fait de ces travailleurs de développer un lymphome non-Hodgkinien, ce fameux cancer qui est mis en cause aux États-Unis par les plaignants qui sont atteints de ce maladie du sang, en fait, ce cancer du sang, et qui d'ailleurs le lymphome non-Hodgkinien, il faut le savoir, en France, il est inscrit au tableau des maladies professionnelles pour son lien avec les pesticides. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je voudrais juste revenir sur la question des alternatives, parce que ça c'est important. Non, bien sûr, j'allais y venir, parce que ça... Non mais allez-y, en fait, enchaînez, et puis ensuite avec Célia Delavergne et Nicolas Jacquet. Je vois, Monsieur Jacquet, vous êtes agronome, donc vous n'êtes pas chimiste, et donc l'idée c'est que justement, quand on fait de l'agriculture, on fait de l'agronomie. Et donc on réfléchit en système. Le problème, c'est que souvent on réfléchit molécule par molécule. On va remplacer une molécule par une autre, et on se rend compte en fait à terme qu'en effet la molécule de remplacement elle peut être plus dangereuse que la molécule qu'on a substituée. Donc ça c'est un vrai problème. Donc il faut toujours réfléchir son système de manière globale, c'est-à-dire agronomique. Donc vous connaissez bien ça en grande culture, semer moins dense, plus tardivement, avec des variétés plus résistantes aux maladies quand il y a des problèmes de champignons, etc. C'est ça qui compte. Et l'INRA, l'Institut de recherche nationale agronomique, a dit que pour le glyphosate et l'herbicide, il y avait 90% de solutions qui étaient trouvées alternatives au glyphosate. Il reste encore 10%. Donc nous, ce qu'on dit, donnons les moyens à cette recherche pour qu'elle puisse aider les agriculteurs à faire évoluer leur système vers moins de dépendance aux substances chimiques, voire une conversion complète à un modèle agricole qui n'utiliserait plus de substances de synthèse. Donc il y a ces solutions de remplacement qui arrivent, Nicolas Jacquet, ou pas alors ? En partie, mais je pense que le rapport de l'INRA, pour moi, était vraiment très, très optimiste. Il y a beaucoup de solutions où il n'y a pas d'impasse, où il y a des impasses. On peut réduire sur certaines choses, on peut limiter. Je pense que les agriculteurs font des efforts, ont des techniques déjà alternatives depuis très longtemps. Et puis il faut savoir que tous ces produits phytopharmaceutiques, qui sont quand même chers pour nous, agriculteurs. Donc si on peut s'en passer sur le plan économique, c'est très intéressant pour nous. Mais les alternatives sont chères aussi. Quand on a des systèmes de binage avec des guidages par GPS ou par caméra, tout de suite c'est 20-30 000 euros d'équipement sur le tracteur, plus la machine au minimum. Donc ce sont des choses qu'il faut rentabiliser. C'est complexe à utiliser aussi. Il y a pas 36 000 solutions. C'est pour ça que nous, on est là, quand même, on fait de la résistance en disant ne nous supprimez pas les molécules du jour au lendemain. Trop vite. Oui, Célia Delavergne, députée de La République En Marche. Ouais. Merci. Je crois que ce qui est important, on voit bien que les techniques alternatives existent. Je pense qu'elles existent pour 90% des usages. C'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont faciles à mettre en œuvre pour les agriculteurs. Ça demande un effort. L'agriculteur, lui, au premier plan, c'est le premier qui est touché parce qu'on entend la condamnation aujourd'hui de Monsanto et de Secoupe, parce que c'est lui qui l'utilise en premier. Donc c'est le plus exposé. Donc il a envie de changer. Donc il ne faut pas laisser croire que les agriculteurs n'ont pas envie de se transformer. Ils sont totalement conscients du besoin de transformation. En revanche, ce qui est compliqué, c'est qu'on va leur demander de travailler autrement. Et on va leur demander parfois de passer plus de temps aussi à travailler avec des techniques alternatives mécaniques. Et donc, ça leur demande un effort qu'ils sont en train de faire. Que les choses soient claires. Donc, mais dans une situation qui est quand même extrêmement complexe, parce que le monde agricole ne se porte pas bien, évidemment, on le voit en fait tous les jours, ça va pas très fort, et donc aux agriculteurs français, on va leur demander des sacrifices, et les autres, pour l'instant, dans le monde entier, on n'y est pas, quoi. On est loin du compte, quoi, encore. Oui, mais en même temps, les agriculteurs se sont toujours adaptés. Pas à la même vitesse, vous le savez. Si on prend l'exemple en fait des poulets, alors on va aller au Brésil et vous allez voir ce qu'on reçoit en fait aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on produit. En fait, non, mais c'est vrai. C'est parce qu'on produit mieux en France aujourd'hui qu'on est collectivement tous tendus vers cette sortie du glyphosate, parce que c'est l'alimentation qu'on veut pour nous demain. Et ça, c'est vrai. Des agriculteurs, des associations, je crois qu'on est tous tendus vers cet objectif-là. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a encore des usages 10% aujourd'hui évalués par l'INRA. J'espère de moins
moins en moins, puisqu'il y a beaucoup qui est investi dans la recherche aujourd'hui agronomique pour trouver des solutions. Mais pour ces 10%, aujourd'hui, il faut du temps et il faut accélérer sur la recherche qui est faite sur ces sujets. Oui. Donc, Véronique, avec un commentaire. Oui, question pour Célia Delaverne, qui est députée de La République En Marche de la Drôme. C'est une question qui revient pas mal chez nos auditeurs. Le lobbying de Monsanto, les politiques n'ont aucun intérêt à interdire le glyphosate. Ils se mettent beaucoup trop d'argent dans la poche grâce à Monsanto. Qu'est-ce qu'on peut répondre aux auditeurs quand on sait que tous les candidats aux européennes, globalement, sont contre le glyphosate et que le président Emmanuel Macron a dit qu'il faut arriver à en sortir d'ici 3 ans, même si c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on dit sur cette question qui revient ? Très simplement, on a un travail des lobbies, et on le voit aujourd'hui dans la presse grâce au travail des journalistes aujourd'hui, qui est d'approcher des personnalités politiques pour les convaincre de conserver du glyphosate ou l'ensemble des pesticides. Moi personnellement et l'ensemble de mes collègues, on est totalement hermétique à ça. Que les choses soient claires. Moi, j'ai été élue il y a 2 ans, je venais de la société civile, je suis une mère de famille, je rencontre Monsanto pour écouter ce qu'ils ont à dire, comme je rencontre les associations, mon objectif, c'est l'intérêt général. Je suis totalement imperméable au lobby, et c'est la même chose pour l'ensemble des députés de la République. Nadine Auvergeat. Sur ce point, souvent le problème, en fait, c'est souvent d'ailleurs plus subtil que on va vous donner une valise de billets, etc. En général, c'est très fait de manière plus avec des éléments de langage, des choses comme ça qui peuvent parvenir aux élus, par exemple. Le problème, c'est plutôt le fait que les forces en puissance sont très différentes. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ONG à Bruxelles, on a très peu de représentants qui peuvent aller à la rencontre de l'ensemble des élus. Le lobby de la chimie, en général, ils ont pléthore de lobbyistes sur place qui peuvent aller rencontrer un à un chacun des élus. Et ça, c'est très différent en termes d'action et après de choix de votation, par exemple. Oui. Vous savez, un bon élu, c'est quelqu'un qui rencontre tout le monde. Oui. On va conclure avec vous, Nicolas Jacquet. Est-ce que vous êtes optimiste pour que progressivement on puisse abandonner quand même le glyphosate et puis l'ensemble après des pesticides en fait dans nos cultures ? Alors, ce que je dirais déjà sur le glyphosate, aujourd'hui le glyphosate ce n'est plus Monsanto. Sur 50 Bayer. Usines qui produisent, non, c'est même pas Bayer, sur 50 usines mondiales qui produisent. C'est tombé dans le domaine public en fait. Voilà, c'est dans le domaine public. Vous avez 30 usines en Chine qui font du glyphosate et la majorité du glyphosate qui est consommé en Europe ne vient pas de chez Monsanto. Après, quand on arrête, qu'on limite vraiment l'utilisation des pesticides, je pense qu'il faut décréter ce que nous on appelle l'exception agriculturelle. C'est-à-dire que comme la culture, on nous protège des accords commerciaux. Parce que le problème vient là, c'est la mise en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles de jeu, pas les mêmes modèles de production. Et si on ne veut pas être obligé de les copier, il faut nous séparer de ces pays-là donc nous faire un petit peu comme la production individuelle en France, avoir une exception vis-à-vis des accords commerciaux. C'est un autre débat. C'est un autre sujet, mais le fond du problème de la crise agricole, il est là. Rapidement, comme le dit Bob, est-ce qu'il faut subventionner l'achat de machines agricoles mécaniques qui permettent de ne plus utiliser de désherbants ? Est-ce que ça c'est possible ? Subventionner ? Oui, parce qu'on peut le faire. On le fait pour des machines qui pulvérisent des produits. Donc, pour remettre aux normes, en fait, il faudra penser en fait au carburant cette fois aussi, parce que du coup, par ailleurs, il y a on le fait depuis longtemps, mais je sais pas si c'est vraiment la solution. En électrique. Bon, merci en tout cas. On termine à combien, Valérie ? On termine à toujours 85% de oui pour dire que nos auditeurs croient en la dangerosité du glyphosate. Après, c'est évidemment toute cette question en fait de dosage et puis la transition pour progressivement l'abandonner, comme on l'a vu. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Et merci à nos auditeurs de nous avoir appelés au 0826 300 300 avec Valérie Expert qui est avec nous. Bonjour Valérie.